Nous en parlions ici même lundi soir. 3 hommes soupçonnés d'avoir mené une cyberattaque contre le site de France Travail ont été mis en examen et incarcérés. Ils auraient potentiellement piraté des millions de données personnelles. France Travail, ce sont les données de 43 millions d'utilisateurs qui ont été aspirés. Via Médis et Almeris, c'est 33 millions de personnes. Le numérique est un champ de bataille. Et mon boulot a toujours été de construire des applications qui soient à l'épreuve de ce champ de bataille. Alors, mettez-vous à ma place, quand vous recevez un email d'un parfait inconnu qui vous dit que vous avez un problème de sécurité, vous écoutez. Alors, oui, je sais, ce conseil d'écouter les inconnus sur Internet, c'est plutôt étrange. C'est même plutôt pas très conseillé la majorité du temps. Mais justement, laissez-moi vous raconter comment ces inconnus ont leur rôle à jouer sur la sécurité sur Internet. Au fil des années, j'ai reçu beaucoup d'emails de ce type. Et je ne vais pas vous lire l'email en entier, mais seulement quelques passages. En tant que hacker éthique, j'ai pour mission de déceler les vulnérabilités potentielles afin de renforcer la sécurité des systèmes. Et un autre passage qui m'intéresse un peu plus loin. Avez-vous un programme de recherche de failles de sécurité? J'attends avec impatience la possibilité d'une récompense monétaire. Pour vous donner plus de détails. Ok, il y a beaucoup d'informations dans cet email. Alors déjà, c'est quoi un hacker éthique? Un hacker dans le domaine de la sécurité informatique, c'est une personne qui cherche à s'infiltrer dans un système, en général pour essayer de dérober quelque chose. Alors, comment est-ce que ça peut être éthique? Et qu'est-ce qui se passe si je ne paye pas? Est-ce que ce hacker deviendra moins éthique tout à coup? Et puis, une autre question que vous pourriez avoir, c'est quoi un programme de recherche de failles de sécurité? Et enfin, pour éveiller un peu votre attention au cas où tous ces sujets vous passeraient très loin au-dessus de la tête, on va parler aussi de thunes, parce que sachez que hacker éthique, ça peut gagner beaucoup d'argent. D'abord, j'ai envie de vous présenter Santiago Lopez. Hi, I'm Santiago, and I'm a hacker. Alors Santiago, c'est un Argentin qui, à l'âge de 19 ans, a dépassé le cap des 1 million de dollars de gains en tant que hacker. Alors, aujourd'hui, il vit dans une belle villa, possède plusieurs voitures de luxe, et vous vend aussi sa méthode sur Internet pour devenir millionnaire, à votre tour. Comme quoi, il n'y a pas de petit profit. En tant que hacker, il a trouvé plus de 1670 failles de sécurité, c'est-à-dire des petites faiblesses dans des systèmes informatiques qui auraient pu être exploités par des attaquants pour voler des informations confidentielles. Piquer de l'argent aussi, ou juste casser un système. Et dans le cadre de cette activité, il s'est introduit chez les plus grands, mais surtout en toute légalité, avec l'accord des sociétés en question. Alors, c'est quoi son secret? C'est quoi être un hacker éthique? I don't steal stuff, I work as an ethical hacker. So instead of stealing things, what I'll do is I find vulnerabilities in their assets or their products. I report it to them and we work with their permission versus a cyber criminal. On appelle ça aussi un chercheur en sécurité, ou un white hat. Un chapeau blanc si vous préférez en français. Le boulot d'un white hat, c'est de rechercher des failles pour les entreprises, donc payées par celles-ci. Et c'est en cela que c'est éthique, parce que c'est effectué dans un cadre légal précis. Bref, tout à l'heure, je vous parlais d'un champ de bataille. Je vous disais, le numérique est un champ de bataille. Si je reprends cette analogie, les white hats, ce sont des francs-tireurs. Ces hackers, ils sont sur le terrain et ils sont constamment à la recherche de petites failles pour aider à rendre un web plus sûr. Do you feel like you're making the internet better? Yes, of course. Si je mets des guillemets, c'est parce que ça a un intérêt économique pour eux, évidemment. Do you get excited by money? Yes, of course. Yeah. I like the money, of course. I like hacking and the money, so it's a great combination. Et beaucoup sont passés du côté de l'attaquant avant de faire ce job. Par exemple, je viens de vous parler de Santiago Lopez. Eh bien, sur cette photo là qu'on voit à l'écran, on peut voir une autre personne qui va nous intéresser pas mal ici. Le type à droite là, il s'agit de Tommy DeVos, plus connu sous le nom de Dawgig. My name is Tommy DeVos and I'm a hacker. Tommy, il a accumulé plus de 2 millions de primes en carrière. Mais surtout, il a commencé d'abord en tant que Black Hat. Black Hat, c'est le pendant sombre du hacker éthique. C'est l'attaquant. Oui, définitivement, il y a un petit délire avec les chapeaux dans la sécurité. Alors ça vient des westerns, tout simplement. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Bref, pour Tommy, la légende dit qu'il aurait démarré à l'âge de 9 ans en tant que Black Hat. Bon, on peut dire qu'il est assez précoce comme gamin. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé sur des communautés en ligne. Il a commencé à apprendre plein de choses et apparemment il a bien compris les choses, sauf peut-être les limites légales de son activité. Alors, il s'est fait les dents avec le temps sur Nokia, Sony, Mercedes, EA Sports, mais c'est aussi ce qui lui a valu quelques passages en prison à partir de 2002. Alors pour bien comprendre, il est sorti du lycée en 2000. Alors je sais pas sa date de naissance, mais il a peut-être 20 ans en 2002. Et pour le coup, il n'a pas eu l'idée du siècle,
Il s'est dit, tiens, et si je m'attaquais au gouvernement? Et ça, clairement, Tommy, c'était pas super intelligent. Alors oui, c'est chiant la prison, enfin, je connais pas, mais j'imagine que c'est pas un grand rêve. Mais en même temps, Tommy, il a l'air de kiffer son activité, et c'est pas évident pour lui d'imaginer raccrocher les crampons. Mais en 2011, il comprend qu'il y a une autre option qui s'ouvre à lui, qui peut rapporter aussi beaucoup d'argent, mais tout en gardant exactement la même activité, enfin quasiment, et c'est devenir hacker éthique. It's a nice side effect, but I do it for the money. Bon alors petit fun fact, ça aussi vous pourrez le replacer en société. Kim.com, je sais pas si vous connaissez, c'est le type qui a fondé Mega Upload. Alors entre 2005 et 2010, c'était un empire du téléchargement illégal. Eh bien Kim, pareil, il a commencé comme hacker, puis hacker éthique. Bon, pour lui le éthique, c'est pas l'adjectif qui est resté le plus longtemps accroché à son nom. I've been a hacker and then I started the data security business. Sold that very successfully, then busted it all doing an insider trading scandal. Was in prison for 6 months, and my new ventures are about to take off and to take over the world. Bref, pour en revenir à Tommy, si l'option de devenir hacker éthique est devenue une vraie option en 2011, c'est pas mal lié à la création de la plateforme HackerOne et au programme de Bug Bounty. Vous savez combien gagne Tommy chaque année, légalement cette fois-ci? Alors, selon ses déclarations, il gagnerait entre 700 et 900 000 $ par an. Et oui, donc là, on va commencer à parler de ces fameux programmes de sécurité et de comment on peut gagner de l'argent en tant que hacker. Ces programmes, on appelle ça des bug bounty. On va essayer d'expliquer un petit peu ce mot. D'abord, bounty, ça vient des bounty hunters. Donc c'était le nom des chasseurs de primes pendant la conquête de l'Ouest. Vous commencez à voir un peu la liaison avec le machin autour des chapeaux. Puis le second mot, celui-là, il est un peu plus évident, c'est le bug, le fameux, celui qui nous fait suer en informatique. Mais ici, plus précisément, on va rechercher les bugs de sécurité, celui qui va permettre d'aller voler des informations. Le premier programme officiel de Bug Bounty serait né chez Netscape en 1995. Netscape, si vous ne connaissez pas, à l'époque c'était le navigateur dominant, encore plus que Chrome aujourd'hui. Et c'est aussi l'ancêtre de Firefox, que peut-être certains d'entre vous utilisent. Et donc, en 1995, Jared Neil Ringaffer, c'est lui là sur la photo, il travaille chez Netscape. C'est une période de rush en pleine folie des débuts d'Internet. Et Jared comprend qu'il y a plein de gens qui bossent à repérer des bugs navigateurs Netscape. Enfin, ils participent d'une façon communautaire. Il existe même des sites non officiels en ligne qui expliquent comment contourner les problèmes rencontrés ou comment installer des correctifs. Et il se dit que ce serait pas mal quand même de profiter de toute cette intelligence collective pour gagner du temps. Donc la question c'est comment motiver ces personnes à aller encore plus vite et surtout directement à renvoyer l'information aux équipes de Netscape. Alors il va soumettre l'idée au plus haut niveau d'ouvrir un programme de bug bounty, c'est-à-dire payer les gens pour rapporter les failles découvertes. Le projet va séduire chez Netscape et il va être lancé avec 50 000 $ de budget en 1995. Alors c'est l'équivalent de 100 000 $ aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça que Jared est devenu officiellement le précurseur des programmes de bug bounty. Donc oui, on cite souvent Jared comme étant le précurseur des programmes de bug bounty. Mais on cite également un programme un peu plus ancien, en 1983, lancé par la société Hunter & Ready. Et le slogan c'était « Get a bug if you find a bug ». Bon, vous l'avez le jeu de mots? Et donc tu pouvais gagner une voiture si tu participais. Bref, on pourrait argumenter des heures pour savoir quel est le programme le plus ancien de Bug Bounty, mais c'est pas forcément ça le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre le changement d'état d'esprit des entreprises qui s'est opéré grâce à ces premiers programmes. Auparavant, c'était un peu le monde du secret, un monde où ne pas parler des failles de sécurité était synonyme de ne pas en avoir. Oui, remarquez, sur le papier, la sécurité est effectivement meilleure quand on évite de parler des failles qu'on subit. Bon, c'est pas faux, ou pas. Quelle hypocrisie, enfin... Alors, il y a quand même eu des précurseurs, comme on vient de le voir. Et puis, en 2011, une petite équipe d'ingénieurs en cybersécurité crée une plateforme qui va changer la donne. HackerOne. L'idée est simple, gérer des programmes de bug bounty et gérer la relation avec toute une communauté de bounty hunters. Ils seront rapidement rejoints par une entreprise australienne, Bugcrowd, et plus tardivement par tout un ensemble de plateformes locales, dont YesWeHack et Yogosha pour la France, qui sont nés toutes les deux en 2015 à peu près. Alors on va détailler un peu le principe, c'est assez simple. Quand une entreprise ouvre un programme de bug bounty, elle permet à des chercheurs en sécurité, des bounty hunters, de venir tester leur système. Alors, dans certaines limites quand même. Si ces chercheurs trouvent une faille, ils doivent la rapporter à l'entreprise pour toucher de l'argent. Alors l'avantage évidemment c'est que ça permet d'avoir des équipes d'attaquants H24 qui sont payés au résultat et surtout, les failles ne sont pas dévoilées publiquement. Bon puis petit side effect sympa, comme je le disais tout à l'heure en parlant de Santiago Lopez ou Tommy DeVos, ça légalise aussi une activité pour ces hackers qui leur permet aussi de gagner de l'argent. Mais attention quand même, trouver une faille c'est pas forcément bien rémunéré. Le prix médian pour une faille sur HackerOne, c'est 500 $. Et ça prend du temps de trouver des failles. Des heures, des jours, voire même des mois, et parfois pour arriver trop tard. Parce que si vous rapportez une faille déjà trouvée,
eh bien vous allez toucher 0. C'est ce qu'on appelle un duplicate, un doublon si vous préférez. En contrepartie, il y a aussi des primes qui peuvent dépasser les 100 000 $. Yes! Bon, petite astuce, si ce genre de programme vous intéresse et que vous voulez participer, il y a moyen de savoir en fait si une entreprise a un programme de bug bounty ouvert. En théorie je dis bien, elle doit avoir un fichier wellknown/security.txt sur son URL. Et dans ce fichier, on peut trouver un lien vers le programme, son fonctionnement, les primes et tout le reste. Voici un petit exemple sur le site de Doctolib. Voilà, doctolib.fr/wellknownsecurity.txt. Et là, on a vraiment une redirection vers un programme ouvert sur une plateforme. Alors que si on regarde celui-ci, donc là c'est le site de Back Market par exemple, cette fois il n'y a pas de programme ouvert sur une plateforme connue. Bon, et j'imagine que si vous voulez vraiment vous lancer dans la recherche de failles de sécurité, vous vous demandez peut-être comment on détermine qu'une prime vaut 500 $ ou 100 000. Pour déterminer les gains que peut rapporter une faille de sécurité, on va calculer son score CVSS. Alors, CVSS, c'est un acronyme un peu barbare, certes, qui veut dire Common Vulnerability Scoring System. Et c'est une méthode qui permet de donner une note à une faille de sécurité. Cette note, elle va de 0 à 10. 0, c'est plutôt bénin, 10, c'est assez critique. Mais comment on détermine que c'est critique? Eh bien, on va se poser quelques questions. Déjà, est-ce que la faille de sécurité est exploitable à distance? Ou bien est-ce qu'il faut être sur place? Est-ce que la faille, elle est facile à exploiter? Est-ce qu'il y a un risque sur la confidentialité des données? Est-ce que je peux les modifier, ces données? Ou est-ce que je peux même empêcher l'application de fonctionner? Alors, je vous passe le détail. Il y a une bonne vidéo de Hacking Talks à ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que vos éventuels gains de hacker vont dépendre de cette note. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai toujours rien fait par rapport à l'email que j'ai reçu. Alors, je vais vous dire, moi je suis tout seul, donc j'ai pas de programme de bug bounty ouvert, et je me demande bien ce qu'il faut penser du rapport qui m'est envoyé. Alors, c'est sûr que la première option qui me vient à l'esprit, c'est je peux ignorer l'email. Mais je suis pas totalement serein, parce que peut-être que je prends le risque que l'attaquant l'exploite. Bon, si on réfléchit un petit peu, c'est assez peu crédible en réalité. Ce serait pas super malin de me contacter d'abord pour me prévenir. Oui, ça se discute. Alors cette personne, elle peut aussi le revendre sur Zerodium, ou éventuellement Exodus, ou même NSO, qui avait fait parler de lui pendant le scandale Pegasus. Ce sont des sites légaux, même si on est un peu dans une zone grise. Techniquement, ils disent qu'ils bossent avec des gouvernements et des grandes entreprises pour améliorer la sécurité. Mais en vrai, les failles, elles peuvent finir dans les mains de services de renseignement, voire de régimes pas très démocratiques. Et puis ensuite, dans le carrément illégal, il y a aussi des marketplaces et des forums dans le dark web, où on peut trouver de tout, des failles, des exploits, des accès, etc. Alors encore une fois, ce serait bête de me prévenir en avance, mais le risque existe. Mais le vrai risque, c'est tout simplement que cette faille, elle soit détectée par d'autres. Parce que si cette personne l'a trouvée, peut-être que d'autres l'ont trouvée aussi. Bref, c'est pas une super option. Il ne faut jamais ignorer ces emails. Pour l'anecdote, c'est ce qu'a fait Equifax en 2017. Alors Equifax est une des plus grandes agences d'évaluation de crédit au monde, et ils ont été alertés d'une vulnérabilité le 2 mars 2017. Ils n'ont rien fait, et la faille a fini par être exploitée le 29 juillet, 5 mois plus tard. Le résultat, c'est très simple. Il y a eu 145 millions d'enregistrements de personnes volées. Le PDG, il a dû démissionner, une enquête a été ouverte au Congrès, l'action a chuté, et une class action de 50 États a été créée contre l'entreprise. Well, at least once they realized they'd been hacked, Equifax rushed to get the word out on September 7th after they discovered it on July 29th. They waited 5 weeks. Hello, 911. I'd like to report a car accident. Yes, there's blood everywhere. Yeah, it was about 5 weeks ago. Bref, il faut écouter les alertes de sécurité. Sauf que j'en reçois beaucoup de ces emails. Et ils sont pas tous super pertinents. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup sont en réalité du bug bounty. Oui, du bug bounty. Le jeu de mots, c'est bon celui-là, vous l'avez? Bug, ça veut dire quémander en anglais. Il existe des milliers de personnes qui n'ont pas de réelles compétences en sécurité et qui se contentent d'exécuter des programmes sans les comprendre. Un programme, on appelle ça aussi parfois un script. Et donc ces personnes, on les appelle aussi des script kiddies. Des gamins de script. Bon ça, on l'a jamais dit en français, je l'ai jamais entendu. Bon, quoi qu'il en soit, c'est assez péjoratif comme expression. En gros, ça englobe tout un tas de débutants qui vous envoient ensuite des rapports de sécurité sans trop d'intérêt. Maintenant, je vais nuancer un petit peu quand même. Il faut bien comprendre que tous les Santiago Lopez, Tommy DeVos ou Kim.com, ils ont tous commencé par là. Parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Mais le résultat de tout ça, c'est que ça crée beaucoup de bruit. On peut recevoir ce type d'email très régulièrement avec le fameux « j'attends avec impatience une récompense financière », d'où le terme « bug bounty ». Le problème, c'est qu'à force de recevoir ces emails, parfois on passe à côté de failles bien réelles. Bon, c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup en fait. Bon, et je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que je parle de volume d'emails, je reçois beaucoup d'emails. Et on a parfois l'impression qu'une grande partie provient d'Inde. Alors en fait, il y a une raison derrière tout ça. Parce que c'est pas qu'une impression. L'Inde fait partie du top 3 des pays avec le plus grand nombre de chercheurs en sécurité au monde. Et c'est plutôt simple à comprendre. D'abord, il y a un bon niveau en informatique là-bas et des très bonnes écoles depuis très longtemps. Ensuite, le salaire moyen, il est très faible, entre 150 et 560 $ par mois. Donc même une faille à 500 $, c'est plutôt pas mal.
Ça correspond au salaire d'un mois de travail pour beaucoup de gens. Alors évidemment, vous pourriez me dire, bah oui, mais si ces gens ils sont capables de faire de la sécurité informatique, peut-être qu'ils pourraient bosser en tant qu'ingénieur informatique. Alors oui, c'est vrai peut-être, et dans ce cas, ils pourraient toucher entre 800 et 1000 $ par mois. Donc effectivement, c'est plus. Mais là, on parlait uniquement d'une seule faille. Alors il suffit d'en trouver plusieurs par mois et on dépasse encore une fois ce total. À moins que l'objectif de la personne ce soit juste de travailler moins, et dans ce cas, ça marche aussi. Bref. Économiquement, c'est plutôt très rentable. Bon, moi j'aime bien personnifier ce genre d'histoire. Je vous propose de découvrir Adita Singh. C'est une jeune chercheuse en sécurité de 20 ans. Elle faisait des études de médecine et puis j'imagine que le soir il faut bien se divertir là, en parallèle de ses révisions. Oui, alors pas Adita, elle s'entraîne d'abord à hacker le Wi-Fi de ses voisins, et puis après à rechercher des failles de sécurité sur le web. Et elle a trouvé plusieurs failles critiques. Elle a gagné 7 500 $ pour une faille chez Facebook, 1100 pour une autre chez TikTok, et 30 000 $, son plus gros gain en carrière, pour une RCE chez Microsoft. Alors une RCE, c'est important, ça veut dire Remote Control Execution. Ça fait partie des failles les plus importantes, puisqu'elle vous permet d'exécuter du code sur une machine attaquée. Bon, tout ça pour dire que c'est pas vraiment une surprise, il y a beaucoup de hunters assez solides qui viennent d'Inde. Mais statistiquement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. Donc dans le lot, évidemment, il y a aussi des débutants, les fameux script kiddies. Et c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup d'emails qui viennent souvent d'Inde. Alors j'ai un peu divergé là, je sais, mais j'aime bien cette anecdote, et puis surtout, ça vous permet de voir l'Inde sous un autre prisme. C'est un pays qui compte beaucoup dans le domaine de la sécurité informatique, qui est très actif. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours mon email sur les bras. Alors, à votre avis, j'ai fait quoi à propos de cet email? En réalité, depuis la création de cette vidéo, j'ai reçu 2 rapports de sécurité. Donc, j'ai fait appel à un ami, il s'appelle Oussem. J'ai déjà fait une vidéo avec lui sur une autre chaîne. Et il m'a permis de voir que les 2 emails étaient finalement assez mineurs. Ils n'étaient pas faux, c'est pas le cas, mais ils avaient peu d'impact. Bon, dans mon cas, c'est sûr, je crée une petite application en ce moment et je suis tout seul. Mais si j'étais dans une boîte un peu plus grande, en principe, il faudrait que je renseigne le fameux fichier de sécurité dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que je crée une adresse email dédiée pour les rapports. Alors ça permettrait, entre autres, d'expliquer au White Hat comment me reporter les problèmes, et qui contacter, histoire de gagner du temps, parce que le temps en sécurité, c'est important. Bon, la vitesse, c'est important tout le temps, mais là, vous m'avez compris. La sécurité, il y a un enjeu d'exploitation. Qui va pouvoir prendre le contrôle de cette information avant moi, avant que je fasse quelque chose? Deuxième action que j'aurais pu faire, c'est peut-être embaucher une personne, ou éventuellement prendre des freelances pour faire le tri, et peut-être gérer un programme de bug bounty dans le futur. Cette personne, son rôle aurait aussi été d'évaluer le niveau de criticité des failles et de déterminer ce qu'il faut payer au bounty hunter, si besoin. Sans parler même du fait de remédier à la faille, c'est-à-dire de la corriger. Mais voilà, encore une fois, moi aujourd'hui je bosse tout seul sur une application assez petite, et je suis capable de gérer tout ça moi-même, ou au pire, de faire appel à un ami. Par contre, vous maintenant, vous connaissez le métier de ces travailleurs de l'ombre, de ces personnes qui sont à la recherche de toutes les failles de nos applications, sérieux ou un peu moins sérieux. Et la sécurité, c'est un jeu infini. C'est-à-dire que notre sécurité sur le web, dans notre ordinateur, nos voitures, nos avions, nos téléphones, c'est un jeu du chat et de la souris qui ne se finira jamais. Chaque nouvelle innovation technologique peut créer en fait un nouveau champ d'application pour les pirates. Par exemple, avec l'IA, on voit arriver de nouvelles spécialités chez les bounty hunters, des gens qui sont capables de faire sauter les limitations des IA pour leur faire produire des images qu'elles ne devraient pas, par exemple. Ou alors pour essayer de révéler des informations qui devraient rester secrètes. Ou alors elles peuvent aussi exploiter les IA pour créer quelque chose de nouveau. Par exemple, faire des attaques avec des deepfakes. Mais chaque jour qui passe, il y a peut-être aussi un programme informatique quelque part qui devient obsolète. Et ce programme, il est peut-être utilisé par d'autres. C'est ce qu'on appelle une 0D, en fait, une faille qui vient de découverte, et à l'instant T, elle peut être exploitée. Mais heureusement, il y a des gens qui veillent. Encore faut-il les écouter.